Donc je vous propose qu'on enchaîne la deuxième séance et nous ferons une petite pause technique et nous avons prévu boisson et puis grignotage, mais après le budget. Hein, comme ça on enchaîne. Donc comme c'est une deuxième séance, il faut qu'on refasse la signature du présent et des procurations. Donc Vincent Daval, alors je nomme le secrétaire qui est Nadine pour cette deuxième séance. Philippe a le sourire du coup. Donc Nadine, secrétaire des séances. Donc Vincent Daval a donné procuration à Philippe Vignet, Ghislaine Levy à François Cheboul, Stéphanie Coleno à Virginie Artero, Emmanuel Hazard à Zulika Lamalan, Marie Ducher à Dimitri Farou. Voilà. Donc nous avons aussi le quorum pour cette séance. Séance qui va avoir 15 points. Voilà. Et nous commençons par Corinne va passer vous faire signer le tour de table et les présences. Et je le reste. Donc merci de l'attention. Pour ce rapport numéro 1, c'est l'affectation du résultat. Donc nous avons aussi la slide. Donc nous avons un résultat de clôture cumulé dans la section de fonctionnement de 3 972 906 €. Et il apparaît que la section d'investissement ne présente aucun besoin de financement car elle était excédentaire, pour rappeler, on vient de le dire, de 3 175 981. Il est donc proposé d'affecter en investissement une partie de ce résultat pour concourir au financement des réalisations. Donc nous décidons d'affecter 1 494 750 € à l'investissement. Et c'est par conséquent la somme de 2 478 156 qui sera maintenue au fonctionnement. Alors cette somme, elle n'est pas déterminée par hasard, hein. C'est le résultat de 3 972 000 moins ce que nous affectons à l'investissement, qui permet de dire que nous affectons en fonctionnement 2 478 000. Voilà. Donc vous l'avez dans le rapport sous forme de tableau. Et il faut bien entendu que cette section d'investissement soit pondérée du solde des restes à réaliser et qui ne fait pas apparaître de financement à minima. Et on affecte donc, comme je vous l'ai dit, et après avis de la commission des finances du 25 mars, cette affectation est proposée au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur cette affectation? Oui, monsieur Platon. Oui. Moi, je voudrais savoir comment est fait le choix d'affecter donc 1 494 000 à la section d'investissement. Alors, donc j'imagine que c'est pour couvrir ce qu'on a prévu au budget d'investissement. Oui, donc on pourrait prévoir plus, on pourrait prévoir moins. Comment on fait ce choix? Bon. Étant donné que je n'y ai pas participé et que je ne sais pas comment il est fait. C'est un peu technique, on en a parlé en finance, ça répond à des besoins, mais puisque nous avons nos techniciens ici présents, je pense que Mme Vergne peut vous donner des éléments d'explication sur la projection de notre investissement à venir et de ce qu'il faut de toute façon garder pour l'année prochaine en fonctionnement pour que ça soit toujours délivré à l'équilibre. Mais elle est très technique et elle va vous expliquer ça facilement.
fait, Madame le maire vient de dire un peu l'essentiel, dans le sens où ce résultat de 3 972 000 pour répondre postérieurement à M. Parot, il est gros, mais parce qu'il est cumulé au résultat de l'année antérieure. L'année de clôture n'est que de 1,7 million. Ça veut dire qu'il faut chaque année dégager un résultat excédentaire de fonctionnement, parce qu'on a l'obligation par la loi de couvrir un éventuel déficit de la section d'investissement. Et le seul résultat de clôture sur l'année ne suffira pas, de sorte qu'il y a un mécanisme de résultats cumulés de l'année d'avant qui vient se cumuler au résultat de clôture pour constituer ces 3,9. Mais en même temps qu'on fait un budget, on doit aussi projeter l'atterrissage de ce budget-là. Ce qui fait que lorsque on affecte 1 494 000, c'est ce qui permettrait, avec l'autofinancement, avec la reprise de l'excédent de la section de fonctionnement, avec les subventions, c'est-à-dire quand on cumule toutes nos recettes, ça suffit à équilibrer nos dépenses. Il ne s'agit pas d'affecter complètement dans son entièreté le résultat de fonctionnement, sans quoi on n'aurait plus la garantie de couvrir l'éventuel déficit d'investissement, ce qu'on réalise, comme il se devrait, comme il se doit, notre programme d'investissement. Donc le mécanisme, il est annuel et à la fois il reprend les résultats de l'année d'avant pour pouvoir prévoir les résultats de l'année d'après. Quand je décide de laisser 2 478 000 en fonctionnement, je suis en train de m'assurer que même si je suis juste sur mon résultat de clôture 24, j'ai laissé suffisamment pour couvrir un éventuel déficit de la section d'investissement. Et ça, c'est vraiment la loi qui nous oblige. De façon, pour ne pas être trop longue, voilà, en gros, on a une obligation, en tout cas, ce qui est automatique et ce qui est régulier et ce qui doit apparaître, c'est toujours un excédent de la section de fonctionnement et un déficit de la section d'investissement. Et les mécanismes ont été conçus par le législateur pour qu'on puisse couvrir le déficit d'investissement. On n'est pas encore dans ce cas là-dedans, mais on va l'être dès lors que nous avons une équipe complète, comme le disait Madame le maire, qui va permettre de dérouler tout le programme d'investissement. Ça veut dire qu'on cherche à conserver 25% à peu près du montant de la section fonctionnement, c'est ça? À conserver dans la section fonctionnement 25% des dépenses annuelles. C'est ce que vous voulez dire? Il n'y a pas de règle de 25%. Non, mais voilà, je cherchais s'il y avait une règle ou pour pas. vous, peut-être ça correspond à 25%, Oui, mais en à peu près réalité, comme ça, ça dépend de la spécificité de chaque équilibre et de comment la projection d'anticipation de la dépassement. Il n'y a pas de règle, c'est un choix. Il n'y a pas de règle, mais la règle, c'est de dégager un excédent. Oui. Je ne peux pas le dégager si j'affecte tout à l'investissement. Une fois que c'est remonté, c'est remonté. C'est la règle. Monsieur Sandin. Oui, j'avoue que je n'ai pas tout compris les explications. Parce que on dit qu'il faut garder en fonctionnement de quoi compenser un éventuel déficit en investissement. Mais on le base sur un investissement, il n'y aura pas de déficit, on ne va pas dépenser plus que ce qu'on a. Et en réalité, moi, mon seul problème, c'est qu'on bascule du fonctionnement vers l'investissement, ce dont on sait que malgré un dérapage des frais de fonctionnement, on n'aura pas besoin. C'est ça le truc. Pourquoi, et à la réponse de 1,4 million, pourquoi et pas 2 millions, pourquoi on n'a pas eu vraiment la réponse, sauf à dire effectivement qu'il y a un taux de conservation des excédents de fonctionnement. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, M. Sandal, parce qu'en fait, non, moi je trouve, c'est vrai qu'il faut se plonger dans le mécanisme d'un budget de collectivité. Et l'explication qu'a donnée Mme Vergne, elle est bien que ce calcul-là, il n'y a pas de règle pour ça. Mais en tout cas, c'est bien dans la projection des équilibres à venir, en fonction, et on va le voir dans le budget, qu'est-ce qu'on prévoit comme investissement à venir, qu'il faut qu'on affecte notre résultat pour être prudent pour l'année d'après, que dans notre fonctionnement, nous ayons bien encore un positif au cas où notre investissement soit négatif et que de toute façon, il faudra le compenser avec le fonctionnement.
fonctionnement. Parce que tout ce qu'on met dans l'investissement, on ne peut plus le reprendre. Je suis d'accord. Et c'est pour cela qu'il y a 2,4 millions en fonctionnement et qu'1,4 million Je suis à d'accord. l'investissement. Mais Ça, vous l'avez compris. mais si on reprend le taux d'exécution des plans d'investissement, on se rend compte qu'avec ce 1,5 million, on peut dire 1,5 million, ce 1,5 million plus des recettes d'investissement, ça fait un moment qu'on n'arrive pas à à exécuter les budgets d'investissement. Alors dire qu'on le laisse en fonctionnement parce qu'on voulait compenser le déficit d'investissement, ça serait bien la première fois qu'on exécute à plus de 100% le budget d'investissement. Ça dépend. Si vous regardez, que vous remontez dans les années précédentes, notamment un mandat précédent, on peut être dans cette optique-là. Mais en fait, ça va dépendre des investissements et des gros projets que l'on fait. Voilà, clairement. Donc, à un moment donné, c'est juste de la prudence et de la bonne gestion, on va dire, de ces équilibres. Parce que si jamais on se faisait surprendre avec cet investissement-là, la loi et le préfet ne nous laisseraient pas faire. Voilà. Donc, on est toujours là-dessus. Et bon, content d'un résultat de clôture parce qu'on peut affecter dans l'un et dans l'autre. Ce que toutes les communes ne font pas, je le rappelle. Donc voilà, et ça nous laisse un 2024 en investissement pour partir sur ce que l'on va pouvoir aussi y mettre. Et je suis d'accord avec vous que notre investissement, et on le voit dans le camembert, nous avons plus de 70% d'investissements qui sont portés par les services techniques. Donc c'est vrai que c'est un pôle important et qu'il fallait mettre, malgré toutes les critiques que vous avez portées, alors pas vous, M. Sambin, mais sur notre masse salariale, nos effectifs, nos cadres, etc. En fait, il faut être en ordre de marche là-dessus. Sinon, en investissement, avec tous les freins qu'il y a, on n'y arrive pas. Donc là, on est, à mon avis, vraiment maintenant staffé pour investir, sachant que les projets prennent du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette affectation? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Contre? Qui par M. Faraud? Qui s'abstient? Abstention, M. Sambin, M. Platon et M. Boucher. Voilà, toujours pour la même raison. J'ai pas compris l'explication. Non, mais on prend. Et j'ai pas été associé. On prend note. Et une autre explication. Oui, c'est écrit, on passe au rapport numéro 2, qui est la fiscalité. Bon, je pense que cette année sera un rapport beaucoup plus classique, puisque nous avons fixé les taux à l'identique, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'il fallait en 2023 et en 2024. Nous restons à l'identique de 2023, c'est-à-dire 11,8 pour les résidences secondaires et les logements vacants, pour le non-bâti 35 et pour le bâti 30. Voilà. Donc estimation d'un produit pour 2024 de 3 396 581 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Monsieur Faraud? Oui, je me souviens une précision parce que je ne comprends pas trop, peut-être que je lis mal, c'est possible avec une lunette. La taxe sur les propriétés non bâties, qui est de 30,60 en 2022 et 35 en 2024. En 2023, elle était déjà de 35. Oui. Non, mais vous avez le tableau là, 35, 35, 30 et 30. J'ai un tableau, il y a marqué taux 2022, 30,60. Non, là, le premier tableau, c'est pour vous expliquer comment les taxes directes locales sur les taxes étaient posées entre la commune et le département.
Vous vous rappelez, on avait dû majorer le taux départemental et il devait être intégré dans le taux communal. Donc en fait, la première partie de la délibération, si vous voulez, elle est un rappel de la fiscalité avec les EPCI en fiscalité. Par contre, le tableau des taux d'imposition 2024, c'est le deuxième tableau dans le rapport. C'est 11,80 pour la taxe d'habitation et les logements vacants, 30 pour la propriété bâtie et 35 pour les non bâtis, comme l'an dernier. On ne change rien. Ok, merci. Monsieur Platon? Oui, donc on a un peu parlé hier. Pour la première fois, on voit apparaître la taxe sur les logements vacants, la taxe d'habitation sur les logements vacants. Ça n'a jamais été voté jusqu'à présent, et si on le votait, si on pouvait le voter, on ne peut pas le voter, à mon sens, hein, si je ne me trompe pas, parce que si on voulait la mettre en place, il faudrait une délibération spécifique. Et là, on ne peut pas l'associer comme ça dans une délibération qui a pour objet de maintenir ce qu'on a voté l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas voté la taxe sur les logements vacants, je l'avais fait remarquer. Alors, cette année, on ne peut plus la voter, à mon sens, hein, parce qu'entre-temps, au mois d'août 2023, il y a une loi qui a mis en place, pas la taxe d'habitation sur les logements vacants, mais la taxe sur les logements vacants, qui est une taxe fixée par l'État, qui revient à l'ANA, et qui est de 17% la première année et 34% les années suivantes. Donc ça veut dire que les logements vacants à main mort seront redevables, vont être redevables de cette taxe, donc je ne sais pas à partir de quand exactement, et en tout cas qu'on ne peut plus voter, nous, la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui pourrait nous revenir, l'autre, elle reviendra à l'année, d'après ce que j'ai compris. Alors tout ça, ça explique, ça fait plusieurs budgets que je m'étonne du faible rapport de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et lors en ville de ville, dans le diagnostic de l'OPA, il nous a annoncé qu'il y avait recensé par les services fiscaux 793 logements vacants. En fait, il semblerait que les résidences secondaires ou les résidences, des logements occasionnels soient déclarés vacants. Et comme il n'y avait pas de taxe sur les logements vacants, ben ça évite de payer la taxe sur les résidences secondaires. Voilà. Et donc ça mériterait d'être enquêté. Parce que ben ça représente, j'avais chiffré l'année dernière, j'estimais à peu près à 200 000 € de manque à gagner pour la commune. Le problème, c'est qu'on ne les gagnera pas, puisque là, maintenant, ça sera beaucoup plus que le gouvernement va, enfin, l'ANA, et c'est pas une mauvaise chose, va récupérer. Alors, donc, M. Platon, c'est vrai que vous avez cette interprétation du texte, et moi je m'appuie sur les faits. En effet, nous sommes passés zone tendue depuis décembre de l'an dernier, et que l'année dernière vous avez abordé cela, on n'était pas en zone tendue, on vous avait donné cette réponse que du coup on ne pouvait pas augmenter ces taux-là. Donc là, il y a une possibilité, et il faut interpréter le texte, et je vais donner la parole à Mme Vergne, qui a interpellé la DGFiP là-dessus, puisque en fait le texte dit à la commune qu'elle pourra, et elle n'est pas dans elle doit. Donc il y a bien une interprétation là-dessus, et Mme Vergne a contacté la DGFiP pour savoir comment on faisait pour cette taxe-là, qui lui a répondu que ce serait pour 2025, mais je lui donne la parole pour que vous ayez plus de précision là-dessus, sur cette taxe des logements vacants. Mais avant, je veux revenir sur l'OPA qui vous a parlé des 60.
793 logements vacants, puisque je me souviens que dans le mandat précédent, au niveau du Conseil du territoire, nous avions été alertés sur nos logements vacants et nous avions des stagiaires qui avaient travaillé à ces nombres de logements vacants pour déduire que c'était une erreur, hein, qu'on n'était pas du tout sur 793 logements vacants. Ils avaient tout fait une étude là-dessus. Eric, tu pourrais... oui, je peux voir un peu des chiffres, ils avaient fait cette enquête. Prendre ces stagiaires qui avaient fait cela, mais en tout cas, non, c'était voilà, c'était des chiffres qui n'étaient pas valables. Oui, On n'était pas sur les 6%. Parce que sur l'INSEE. C'est combien, je ne me rappelle plus encore. S'il n'y avait pas un 6%. Oui, l'INSEE recense 290 ou 240, enfin, on recense beaucoup moins l'INSEE. Et c'est justement, et par contre, 1200 résidences secondaires, et c'est moi ce qui m'étonnait, c'est les 1200, que les 1245 résidences secondaires ne rapportent pas plus, mais si effectivement ces résidences sont déclarées vacantes, c'est sûr qu'elles ne rapportent rien. Voilà. Donc, voilà, ça dépend si c'est une déclaration fiscale ou si une déclaration à l'INSEE, apparemment c'est pas pareil. Bon, on peut laisser la parole à Mme Diane pour l'explication de la taxe des logements vacants. Oui, en réalité, sur les logements vacants, comme vous le disiez, ce n'est plus un sujet pour maintenant, puisque nous n'avions pas délibéré que désormais, c'est l'État qui recouvre cet impôt sur la base du recensement qu'il fait lui-même. Il en va de même sur les résidences secondaires. Alors, vous parlez de quantité, mais vous voulez parler de valeur locative. Pour indication, sur les résidences secondaires, on est sur une base de 3 millions. Peu importe la quantité. La valeur locative, on est sur une base de 3 millions, auquel on applique notre taux actuel de taxe d'habitation, puisque comme elle a disparu, on sait que c'est là-dessus que ça s'applique. Alors, puisque les logements vacants vont être fortement impactés par la taxe, puisque l'État ne va pas tribuer de majorité. Donc très vite, à un moment donné, les propriétaires choisiront leur camp, vacant ou résidence secondaire. S'agissant de la résidence secondaire, le décret qui nous a passé en zone tendue a été sorti le 19 décembre 2023. Et en matière de fiscalité, il faut délibérer avant le 1er octobre de l'année pour que ça s'applique l'année d'après. De sorte qu'elle n'est pas possible en 24. Ça le sera pour 25 si on délibère avant le 1er octobre sur la majoration du produit, non du taux, de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. On a la possibilité avec ce décret de majorer le produit de 5 à 60%. Beaucoup de communes l'ont fait aujourd'hui, au maximum à 60%. Nous réfléchissons à ça avant le 1er octobre. Et évidemment, ça pourra apporter une année supplémentaire de recettes sur 2025. Oui, je pense qu'il faut attendre un peu parce que, comme vous le dites, il est très probable que des logements déclarés vacants se retrouvent dans la résidence secondaire. On va attendre un peu de voir comment le phénomène évolue. Et l'autre inconnu, c'est qu'à cette base dont je parle, des 3 millions de résidences secondaires, il faut déduire la valeur locative des locaux professionnels. Or, en l'absence de taxes sur les logements vacants, nous n'avons pas de quantification, bizarrement, sur les locaux professionnels. Donc, c'est sur un peu moins de cette base que nous pourrons appliquer la majoration du produit. Oui, monsieur Sarro. Juste une petite précision sur ce débat. Il me semble que notre commune est une commune touristique importante et que l'impact que pourrait avoir une prise de décision favorable à un impôt supplémentaire dans cette situation vis-à-vis de l'outil qui est actuellement le domaine de Pont-Royal pourrait être un peu risqué. Ça nécessite quand même qu'on étudie tout cela de près, ainsi que l'impact que ça peut avoir économiquement, avant d'avancer sur ça. Voilà. C'est juste une petite réflexion personnelle. Moi, personnellement, je n'y suis pas favorable. Alors, c'est pour ça qu'on prend le temps, qu'on fera une étude. Et attention, les résidences secondaires ne sont pas des résidences de tourisme. Donc voilà, tout ça aussi sur le domaine du Pont-Royal,
et pas que, puisqu'on a aussi des résidences secondaires en centre-ville, devra porter toute notre attention, en voir les conséquences et prendre une décision avant octobre ensemble pour la meilleure décision pour la commune. Les résidences secondaires sont aussi des personnes qui viennent consommer sur le village, qui viennent en villégiature, et donc c'est aussi un impact qu'il peut avoir sur la consommation directe des ménages qui viennent sur le village. Donc augmenter l'impôt, ce n'est pas forcément de bonne loi, ne serait-ce que pour la vitalité économique de notre commune. Merci. Alors, oui, d'autres questions? Oui, voilà. Moi, je veux dire qu'on me répète c'est quoi ça? C'est la taxe qui diffère entre le logement vacant et le logement de la résidence secondaire. Pourquoi est-ce qu'on dissocie les deux? Je n'ai pas compris. La vacance, c'est vacant. C'est au niveau de l'imposition, au niveau de la taxe, ça va changer quoi? Si on déclare vacant ou si on déclare secondaire? Qu'est-ce qui va changer? Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un, je ne sais plus, il a dit on va voir la décision et l'impact que ça va avoir sur les gens. Est-ce qu'ils vont être vacants ou est-ce qu'ils vont être secondaires? Quel est l'avantage et pas l'avantage d'être secondaire? Si j'ai bien compris, je me trompais, la taxe sur les logements vacants, donc la nouvelle taxe instaurée par l'État, ça sera 17% la première année et 34% les années suivantes. Nous, si notre taxe sur l'habitation sur les résidences secondaires, si on la déclare en résidence secondaire, ça sera 11,5%. 18. Voilà. Donc c'est tout. Donc ma conclusion, c'est qu'on risque de voir plus de logements déclarés en résidence secondaire que déclarés vacants. C'est tout. Et dans les deux cas, la taxe va à la NAF quand même? Ça, je sais pas. La nouvelle, oui, c'est sûr qu'elle va à la NAF, ça je l'ai vu. Non, je ne sais pas où elle va. J'espérais qu'elle aille à la commune, mais j'en sais rien. Non, la résidence secondaire, ça va à la commune. Ça va à la commune. Ouais, donc, on a tout intérêt. Enfin, si ce phénomène se passe, c'est dans l'intérêt de la commune. Mais il y aura bien des critères de base tout de même, parce que c'est pas au public à choisir, à mon avis, dans quel sens il va. Il faudra qu'il y ait des critères. Mais ce n'est pas nous, parce qu'après là, vous avez un débat de vous. Je vous laisse. Non, mais je vous laisse débattre, mais tout ça est lié en fait à des déclarations fiscales, des contrôles. Voilà, c'est pas nous qui faisons les critères. Nous, on est juste à dire qu'on maintient les taux d'imposition à l'identique. Voilà. Mais le débat est intéressant. C'est ce que M. Baton m'a répondu. Oui. Ma question, moi, elle était là. Voilà. Alors, je voudrais juste, mais ça n'a pas de rapport avec la mort, c'est une réflexion générale sur les logements vacants et les résidences secondaires. Puisqu'on parle du squat en ce moment, et du PLH, qui vient d'être... Monsieur Platon, je sens que ça va dériver sur le squat, alors qu'on est sur le taux d'imposition. Donc je crois que je vais vous trouver tout de suite, et on va passer au vote pour la suite. C'est juste pour répondre à Dimitri, parce que c'est important, pas pour ma mort. Non, mais les logements vacants... Oui, s'il vous plaît. 30 secondes. S'il vous plaît. 30 secondes. Oui, merci. Les logements vacants, dans les 10 dernières années, dans le diagnostic du PLH, il y a une explosion des logements vacants, une explosion de résidences secondaires qui, selon mon analyse, c'est probablement du Airbnb déguisé soit d'un côté, soit de l'autre. Ça représente 30% entre guillemets des logements produits. La métropole, il y a à peu près 9 000 à 10 000 logements par an, nouveaux. 30% des logements, quand on fait ce bilan, presque 30% des logements, c'est soit des logements vacants, sont déclarés soit vacants, soit en résidence secondaire. Ça veut dire qu'il y a près de 3 000 logements qui sont construits, qui apparaissent, et qui sont pas, qui répondent pas aux besoins des gens qui habitent dans la métropole. Voilà. Pour loger les gens. Voilà, c'est tout. Oui, mais tu ne peux pas empêcher les gens d'avoir Tu ne peux pas. Non.
On ne va pas partir sur ce débat-là parce qu'il mériterait toute une problématique. Non, mais certains vont amener les arguments économiques, d'autres vont amener les arguments du logement pour tous. Bon, voilà. Alors, je propose que ce rapport numéro 2 sur une fiscalité à l'identique de 2023, 11,8, 35 et 30, on passe au vote. Qui est contre? Contre le taux identique. D'accord. L'équipe de M. Faro. Qui s'abstient? Pas qu'on soit contre le fait que vous maintenez, on est contre le fait que vous ayez augmenté l'année dernière. Oui, ça va durer beaucoup d'années alors. Il y a tout ça, il y a derrière. Tu voudrais qu'on le baisse? Ah bah oui. Oui. Ah. Oui, puisque la preuve est faite, même si on n'avait pas augmenté, il y a 400 000 euros de plus dans les caisses. Donc on pourrait baisser. Bon, nous on a décidé de laisser à l'identité au vote. Qui s'abstient? Donc merci et vote à la majorité. Alors, on passe au rapport numéro 3 qui est le budget primitif de 2024. Et donc, nous allons l'aborder avec, bien entendu, un sommaire, maintenant, section de fonctionnement, recettes et dépenses, section d'investissement, recettes et dépenses. Une présentation générale, puisque vous le voyez, un budget de fonctionnement de 12 483 435 000 euros et un investissement 8 987 545 euros. Donc, on l'a vu, on a des stratégies d'un budget pour un maintien de services publics répondant au plus grand nombre de malnortés. On poursuit une programmation de travaux sur la commune et on optimise les dépenses de fonctionnement. On maintient les subventions aux associations et nous verrons un maintien aussi en augmentant au niveau du CCAS, juste pour pourquoi un budget de fonctionnement de 12 millions et un budget d'investissement de 8 millions. En section de fonctionnement, donc les recettes, bon, on reprend bien entendu les grandes roues, hein, sachant que la structure des recettes réelles de fonctionnement, elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'on va chercher bien entendu pour l'exercice 2024 des recettes en impôts et taxes à 8,2 millions d'euros. Nous avons un excédent de fonctionnement reporté 2 400 000. En recettes d'exploitation, nous prévoyons 1 million d'euros. En dotation et subvention, 592 917 et en autres recettes, 319 000. Donc on rappelle que c'est des prévisions, que nous voulons être le plus sincère possible, mais en même temps le plus prudent, puisque dans cette prudence, on voit qu'on peut après abonder des recettes d'exploitation ou des dotations de l'État qu'on ne connaît pas toujours et qui peuvent en effet nous amener quelques surprises, donc parfois bonnes, parfois mauvaises. Donc restons prudents sur nos recettes de fonctionnement. Concernant la fiscalité, donc on sait, puisqu'on l'a dit et on vient de voter les taux au niveau des taxes locales, nous aurons une fiscalité de 3 387 000. Je confirme que la métropole sur les AC, donc les attributions de compensation, resteront à 3 813 313 euros et autres ressources fiscales pour 1 million d'euros. Donc, nous savons que ces autres ressources fiscales, c'est le fonds de péréquation, c'est les droits de place, c'est les taxes sur les pylônes, c'est la taxe de séjour, hein, et ça confirme bien notre commune qui a une économie touristique importante.
puisque la taxe de séjour a rapporté, nous la prévoyons à 350 000. Hein, donc nous sommes loin des 100 000 de 2014 que nous recevions. Donc tout ça parce qu'on a mis en place aussi des plateformes, des déclarations et que nous avons un tourisme dynamique. Les taxes communales de consommation sur l'électricité autour de 200 000 €, les droits de mutation à 400 000, toujours pareil, prévu avec beaucoup de précautions, puisque l'an dernier nous avons été surpris, mais tout le monde sait que les droits de mutation sont liés aussi à la dynamique de l'immobilier, et nous avions 100 000 de moins que ce que nous avions prévu. Donc on reste dans ces incertitudes et dans ces précautions. La revalorisation des bases fiscales de l'État, nous les connaissons. Nous savons que la loi des finances a prévu une revalorisation des bases de 3,90%. Même si nous n'augmentons pas les impôts, nous, puisqu'on a dit qu'on les votait à l'identique, en tout cas, nous verrons par la base une augmentation de 3,90%. Et c'est le petit tableau que je vous disais sur les années de majoration. Regardez, 2023, l'État avait augmenté ses bases de 7,10, chose assez exceptionnelle par rapport à 2021, 0,20 ou 2018, 1,20. On reste encore à 3,90, mais un peu élevé, mais quand même on revient dans quelque chose d'un peu plus classique par rapport à ce qui se faisait avant. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc un prévisionnel de dépenses totales, dépenses réelles de 9 794 898 €, qui sont par rapport, comme d'habitude, en charge de personnel, en charge à caractère général et en autres charges courantes, avec les subventions. Donc pour l'exercice 2024, on se fixe les objectifs ainsi et on prend en compte l'augmentation des matériaux, les prestations de l'énergie et des fluides. On prend en compte les obligations réglementaires en matière de personnel, puisque nous aurons des nouvelles contraintes, et on maintient les enveloppes aux associations civiles. Je le disais, au CCAS, nous avons augmenté, tout en prenant en compte le filet de sécurité, puisque cette année, nous savons déjà que le filet de sécurité ne sera pas reconduit. Donc c'est 402 000 que nous avons touché l'an dernier. Par contre, nous aurons l'amortisseur électricité. Et ça, c'est vrai que merci à nos services d'être vraiment sur cette analyse-là. C'est notre fournisseur aussi, le SMED, un fournisseur mutualisé au niveau de toutes les communes, qui nous promet une assiette plus favorable et qui nous le déduira de notre facture. Mais là, c'est pareil, ce sont des choses que nous allons découvrir au cours de l'année. On espère qu'à ce jour, l'amortisseur électricité sera reconduit. On est dans une réflexion, en fait, puisque c'est par rapport entre le prix moyen de la part variable hors taxe des contrats et le prix d'exercice qui est fixé, qui sera pris en compte à hauteur de 75% contre 50% en 2023. Donc sans plafond, nouvelle mesure là encore, auquel il faut que nous nous adoptons. Tout ceci dans la limite d'un volume à 90% des consommations de référence. Vous l'avez compris, c'est encore un calcul assez complexe et technique là-dessus. Augmentation de 10% des charges de personnel. En ce qui concerne le chapitre 011, on a pour 3 327 442 € et on retrouve
la somme que... Voilà. Et vous voyez que si les dépenses de fonctionnement sont de 12 483 000, c'est parce que rentre en compte aux dépenses réelles de 9 794 000 l'autofinancement et l'amortisseur, qui ne sont pas des recettes d'ordre et qui du coup sont bien distinguées des dépenses réelles. Je le disais sur l'enveloppe au CCAS, puisque nous avons le budget du CCAS à voter vendredi, et nous souhaitons porter la subvention d'équilibre à 235 000 €. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la somme réelle des augmentations, que ce soit en charge de personnel, en charge de fluide, en charge d'alimentation, qui correspondent au foyer des seniors. Voilà les explications pour ces dépenses de la section de fonctionnement. Alors, on voit qu'on a quand même la volonté d'une stabilité sur l'ensemble des dépenses, puisque nous sommes à peu près à plus ou moins 1,8% par rapport à l'année 2023. Les charges de personnel. On finit tout ou vous voulez une question intermédiaire? Oui, c'est pour la question, le 1,80. Emmanuel, l'autofinancement de 2002, pardon. J'ai fait le lien avec le report de la section de fonctionnement de l'excédent de 2023. Vu qu'ici, ça veut dire qu'on a dépassé un peu plus que les recettes. Voilà. Non, le déconnecte. Hein, parce que dans les 12 millions, il y a pris en compte le report de l'excédent de fonctionnement qui n'a pas été basculé dans l'investissement. C'est-à-dire 2004 de mémoire. Oui, là on est dans les dépenses. On est dans les dépenses de fonctionnement. Les recettes. On dit que les dépenses réelles vont être de 9 794 000. Oui. Et on explique là-dessus. Que les recettes équilibreront les dépenses. Ce que je remarque, c'est qu'on va basculer en autofinancement 2,2 millions, alors qu'on a basculé dans les recettes de fonctionnement 2,4 millions. Donc si on fait la différence, en dépenses de fonctionnement, on dépense 200 € de plus. Vous voyez le fond? De plus. Ça doit correspondre à 1,89. Oui. On pourra faire l'analyse après avoir fait un vu les recettes, mais pour moi c'est ça, il y a quand même 2,4 millions d'excédent de fonctionnement de 2023 qui bascule en 2024 dans la section de fonctionnement, et l'autofinancement c'est ni plus ni moins que l'excédent prévu de fonctionnement de la fin de l'année. Donc si je compare 2,4 millions qu'on met en début d'année et 2,2 millions qu'on va générer en fin d'année, on a en fonctionnement dépensé 200 000 € de plus. Alors on avait dépensé dans des prévisions. Oui, on prévoit, mais c'est 1,89%. C'est à peu près ça. Alors il ne s'agit pas de pourcentage encore une fois. Non, mais le 1,89% que l'on voit par rapport à 2023 qui est affiché là. Oui, là c'est sur l'équilibre général des 12 millions. C'est juste voilà, un comparatif entre l'inscription globale de l'année d'avant. On est à plus en 89. Il paraît logique de prévoir de façon précautionnelle une légère hausse sur la prestation, sur tout. On n'est pas encore arrivé dans un contexte économique stable et on ne paiera jamais moins cher, puisque pour ça il faudrait que l'inflation soit négative. Ce ne sera pas une inflation, c'est une déflation. On n'anticipe pas que les investissements produisent des économies de fonctionnement. Pas encore. Mais ça sera le cas. Mais on n'est pas dans ce calendrier-là, c'est trop.
C'est pour ça que je vous disais que peut-être c'est intéressant d'aller jusqu'au bout, parce que justement, on avait fait un zoom sur la charge du personnel, et le zoom sur la charge du personnel, encore une fois, avec les dépenses réglementaires contractuelles, vont nous imposer pour l'année 2024 315 480 €. Donc clairement, c'est vrai que c'est alors c'est un prévisionnel, hein. On espère toujours contraindre notre fonctionnement, mais pour autant, on sait déjà. C'est pour ça que la slide d'après, sur les charges du personnel, je voulais, pour être tout à fait transparent, expliquer que déjà, on a la revalorisation de 5 points d'indice, on a la hausse de la cotisation patronale, on a le glissement vieillesse, on a la hausse des assurances du personnel et on a l'enveloppe pour les élections européennes. Donc déjà, on sait qu'il nous faudra 315 480 €. Après, on a les besoins de la commune et on a dit qu'on souhaitait en effet engager une politique sur le handicap et l'inclusion avec du personnel SIVU. Quand on avait engagé des études surveillées et que du coup l'année 2023 on n'était que sur un trimestre, là on serait sur une année. Et puis ensuite on a aussi fait le choix d'avoir des postes en 2023 qui aussi seront glissés sur l'année par rapport à la maison du pays et l'adjoint au DST, puisqu'il est arrivé que cet été, avec toujours autre dépense, un directeur des finances qu'on n'a pas recruté, et 2 postes au service technique, un à l'espace vert, un à la propreté voirie, pour pouvoir staffer correctement. Je rappelle qu'il n'y a pas pléthore de personnel au service technique. Et enfin, le renfort de l'été, police municipale et festivités. Donc tout ça pour 271 743. Donc rapidement, on sait déjà qu'on a 600 000 d'augmentation sur 2024. Par rapport au document qu'on a en présentation, dans les 271, ce n'est pas que les autres dépenses, c'est aussi le personnel civil, parce que dans les 315, dans le dossier qu'on avait vu en commission, ça faisait partie, les 315 intégraient personnel civil et études surveillées. C'est juste pour savoir si c'est la présentation qui est mauvaise ou le document qui est pas bon. Dans le 315, non, en fait, je sais pas. Pour moi, les 271, ce qu'on voyait, c'était le poste directeur financier, les 2 postes service technique. Ouais, donc il y a une erreur dans le synthèse. C'est lui qui est bon. Lui est bon. C'est lui qui est bon. Parce qu'on avait mis études surveillées et tout dans le premier. Oui, le PowerPoint est bon. Voilà. Voilà. Donc en section d'investissement, eh bien, le montant des recettes attendues, toujours pareil, dans le prévisionnel, est de 8 987 545 €. Il s'agit, comme vous le voyez, des subventions, du FCTVA, de l'affectation de résultats, des taxes d'aménagement, de tout ce qu'on a, et on a aussi précisé une vente immobilière envisagée cette année. Donc, pour dire que ces recettes d'investissement de l'ordre de 2 329 000 concerneront une partie de ce qui est notifié, et que là, au niveau des subventions, nous ne mettons que ce qui est notifié. Donc notifié et réalisé, et bien entendu, on ne peut pas mettre tout ce qu'on a demandé, nous les rajouterons au fur et à mesure des investissements réalisés, puisqu'on sait que nous avons les subventions attribuées lorsque nous fournissons, lorsque le chantier est fini, et lorsque nous fournissons tout ce qui a été dépensé. Donc on l'additionne au fur et à mesure. Donc là, c'est un budget sincère que nous présentons dans le fait où nous notifions cela.
pour vous rassurer, puisqu'il fallait faire les demandes de subvention avant le 1er avril. Nous avons fait des dossiers et des demandes pour 1 828 000. Hein, voilà. Alors, ces demandes de subvention, elles sont sur le DAL, elles sont sur les acquisitions foncières, sur la gestion de l'eau, sur la Provence numérique, sur l'aide à la Provence verte, sur les JO avec les 5 000 terrains, sur l'ARS, sur l'aide exceptionnelle pour l'eau, sur les travaux de proximité, sur les monuments historiques, sur la sécurité publique, sur la sécurité routière et bien entendu sur la transition énergétique. Donc un gros travail des services qui ont fait toutes ces demandes et que nous essaierons d'honorer bien entendu en investissement au fur et à mesure. Voilà. Donc juste préciser que notre financeur numéro 1 est le département. Et merci encore une fois au département, parce que c'est très difficile d'aller chercher d'autres subventions et que toutes celles que je vous ai dites, ce sont les départements. Donc en 2024, 292 000 et les subventions reportées de 2023, 793 000. Donc subvention attendue, 1 86 000, à laquelle se rajouteront bien entendu ce que je vous ai dit au fur et à mesure, au fil de l'eau de ce que nous réalisons. Voilà. Donc les dépenses. Les dépenses d'investissement. Je le disais tout à l'heure dans le calendaire, vous le voyez bien, 74% d'investissements sont portés par le service technique. L'urbanisme apporte 23% avec essentiellement des acquisitions foncières et les autres services 3%. Donc un total prévisionnel de 7 970 392 à laquelle s'ajouteront les opérations d'ordre pour 60 000 et les restes à réaliser, ce qui fera un montant total des dépenses d'investissement de 8 987 000. Donc la slide suivante, elle vous fait un zoom sur justement la répartition des projets. Donc j'ai trouvé intéressant qu'on mette, parce que en fait, même si on verdit tous nos projets, et sachez que cette transition énergétique, elle est transversale, hein, il faut qu'on la travaille en tout, mais pour autant, là vous voyez tous les domaines qui demandent de l'investissement, et c'est quand même important de se le dire, même si après nous souhaitons bien entendu aller encore plus vers cette transition pour contraindre le fonctionnement, hein, c'est certain. Mais on n'en voit pas les résultats tout de suite, il faudra encore quelques années. Donc voilà un petit peu comment ça se répartit. Et la deuxième slide, elle voulait montrer aussi le programme d'investissement. Alors nous avons joué sur la variation des verts, puisque nous souhaitons engager en 2024 en énergie environnement, en patrimoine, en habitat, en entretien bâtiment et en environnement bâtiment. Ce sont les, on va dire, les 5 nuances de vert qui traversent notre programme d'investissement et l'irrigation aussi, bien sûr. Pardon. Et après, nous avons des anticipations foncières, parce qu'il faut vraiment prévoir des lignes de financement sur les choses que nous pensons possibles. La sécurité, 11%, et puis sport, santé, divers et petits équipements sont dans une moindre proportion. En tout cas, on travaille toujours sur les mêmes axes. Ça veut dire la poursuite des projets pour l'environnement et les économies d'énergie,
l'anticipation foncière pour développer une réserve d'intérêt public et préserver en effet nos terres agricoles. Et là, c'est clair qu'il faut aussi le penser avec des lignes de prévisionnel. La valorisation du patrimoine, on a vu avec l'Église que nous avons pu avancer, des projets d'embellissement et la mise en conformité de nos bâtiments et la sécurisation du domaine public. Toujours entretien des bâtiments, ça c'est important, et avec l'habitat, l'irrigation, la santé, le sport et le cimetière, sur lequel nous avons aussi des petits projets. Les opérations majeures prévues en 2024, vous les voyez en images. Voilà, je parlais de l'église, ça a bien avancé. Et nous avons aussi des bâtiments, des travaux sur les toitures, les mises aux normes électriques, l'école maternelle Espérido, les rénovations énergétiques et l'extension des bâtiments, la maison de santé où nous sommes sur les études, les stationnements avec la végétalisation du parking de la maison des associations tout en agrandissant aussi le nombre de places de parking, le parking d'avenue de la Fontaine et la réhabilitation en études pour le service technique à venir. Donc des projets qui sont déjà commencés et qui se poursuivront dans l'année 2024. On prendra bien entendu toutes les normes environnementales et les nouvelles réglementations et les exigences des financeurs, surtout par rapport à la désimperméabilisation des sols et le projet de la réhabilitation du service technique sera lancé. Dans les opérations majeures, on poursuit avec la piscine et en effet la mise aux normes des bassins, la rénovation. L'école maternelle Jules Curie aura quant à elle du travaux énergétiques et espaces verts. Avec la crèche, nous allons être aux normes, les normes Norma imposées. Le domaine du Vergon avec une petite fuite et une révision de sa toiture. Et puis la salle des fêtes, nous allons commencer la mise aux normes. Nous la poursuivrons tout cet été. La salle des fêtes sera encore en travaux pour les plafonds, les toilettes et l'électricité. Voilà. Bien sûr, on pense au handicap avec l'accessibilité et ça, ce sont les opérations majeures. À côté de ça, nous avons bien entendu tout un programme de petits investissements puisque nous avons prévu un budget d'investissement de 7 970 000 en espérant en réaliser une grande partie. Voilà pour le diaporama présenté. Cela ouvre aux questions que vous voulez avant de passer au vote. Voilà, c'est bon. Oui. Moi, je voudrais revenir sur la maison des associations et les travaux de végétalisation concernant le parking pour un montant de plus de 200 000 €. Donc, apparemment, j'ai entendu le mot agrandissement du parking. Il serait à quel endroit? Eh bien, si tu te rappelles, nous avions acheté le petit terrain lié à la maison. Voilà, donc nous louons la maison et nous souhaitons finaliser avec ce terrain un agrandissement du parking. Végétalisation, c'est parce qu'on est sur des îlots de fraîcheur et on se rend compte que ce parking, et comme tous les parkings à l'ancienne, on va dire, sur canicule, on le traverse vite fait. Donc une volonté de rentrer côté PMI, c'est-à-dire la salle de la petite enfance,
une végétalisation pour réorganiser l'entrée et la sortie de ce parking, parce que sous le porche, c'est vraiment un exploit de sortir sans accrocher voilà, les voitures sur la rivière, ici, avec les voitures, bien entendu, mal garées. Et la maison, elle fera partie de la... Elle sera rasée pour agrandir ou... Ah non, la maison elle est en face. Oui, elle reste. Bien sûr. Voilà. Et donc, parking qui se dit dans les nouvelles normes environnementales, c'est un parking qui a des bornes électriques, c'est un parking qui récupère l'eau pour la réutiliser, c'est un parking qui a de la végétalisation et de la désimperméabilisation du sol. Voilà. Donc avec des bornes de recharge électrique, ouais. D'accord. Et bien entendu les places handicapées aussi. Le porche, il sera conservé? Oui, on conserve la porche. Dans la section. La croix aussi est pourtant enlevée. Là Monsieur Sambert. Dans la section investissement, je regrette qu'on n'ait pas mesuré pour chaque type de projet le retour sur investissement. Et je ne parle pas que du retour financier en économie de fonctionnement à terme. Ça peut être un retour de progrès social, d'évolution sociétale, du sport, du bien-être, de ce qu'on veut. Mais il n'apparaît pas forcément. Et du coup, moi, si je regarde le programme d'acquisition foncière, alors que tout à l'heure, on se plaignait que les taxes locales foncières qui s'appliquent aussi à la commune augmentent, si on augmente chaque année notre assiette parce qu'on fait des acquisitions nombreuses de biens immobiliers dont on n'aura pas forcément une rentabilité immédiate, puisque ça peut être juste pour le patrimoine, etc. On s'oriente toujours et toujours dans des dépenses d'investissement qui génèrent à terme des frais de fonctionnement. Et c'est là où je dis, peut-être que je me trompe, mais alors montrez-moi l'intérêt sociétal de ce type d'investissement. Et je ne vois pas dans tous les investissements. Je comprends qu'il y ait des investissements contraints de la voirie et tout ça, et le maintien de l'existant, mais ça reste un peu la course à la. Et on se rend compte que dans les ventes de patrimoine, c'est 189 000, mais là, je ne sais pas encore, je ne sais pas du tout si ces 189 000 de ventes de foncier, c'est pertinent, c'est pas pertinent, on ne pourrait pas aller plus loin. Est-ce un tour de passe-passe entre la commune et la Seine? C'est quoi ces 189 000 et pourquoi on ne va pas plus loin? Et pourquoi on n'optimise pas notre patrimoine? Ne serait-ce que pour économiser les taxes locales, les assurances dont on se paye qu'elles augmentent. Voilà. Alors, le patrimoine foncier, il est précieux. D'abord, on le sait, sur la commune, il n'y a pratiquement plus de terrain à acheter. C'est compliqué. Mon prédécesseur avait fait des réserves foncières intéressantes et on n'a plus beaucoup de terrain foncier disponible, si ce n'est dans le secteur scolaire où on conserve justement pour l'agrandissement à venir soit des espaces sportifs, soit des espaces scolaires. Là, quand on parle de réserves foncières et de lignes qu'on a fait, c'est des opportunités qu'on connaît, mais je l'ai déjà dit, de succession ou de choses qui seront. Et lorsque on a mis des emplacements réservés, je rappelle que c'est un devoir de la commune, si ça se vend, bien entendu, d'être sur ces achats-là. En fait, on est essentiellement sur du terrain, là dans les acquisitions sur ces lignes foncières. Sur la vente immobilière, c'est en fait, on souhaite, puisqu'on a fait les travaux, que la police municipale qui était à la Seine, sur laquelle on avait un loyer, on en fasse l'acquisition. Donc on va l'acheter. Par contre, on va céder un terrain pour qu'il puisse faire du logement social avec la Seine. Ça, on l'a vu en CA de la Seine. Et on rentre là, du coup, une recette d'investissement
qui sera l'écart entre le terrain et l'achat de la police municipale à peu près à 185 000 €, puisque ça a été prévu par l'évaluation de France Nouvelle. Voilà, c'est ça. Après, on a une autre maison dont on souhaite aussi laisser, c'est dans la rue Arminico, avec une vente à venir, mais on ne l'a pas inscrit parce que ça prend du temps et que ce sera, si ça se fait en 2024, ben, ce sera une recette d'investissement supplémentaire, et puis si ça se fait en 2025, ben, au moins voilà, ça ne sera pas inscrit là, et on essaie d'être le plus sincère possible. Mais voilà, c'est difficile ce que vous demandez, M. Sambert, qu'à chaque investissement que l'on fait, on fasse ce retour sur investissement. D'abord, financièrement, bah, il peut y avoir des aléas. Après, socialement, c'est très subjectif. Et comment est-ce qu'on fait? De toute façon, quand on le fait, c'est que toujours, on a la conviction que ça va servir. On n'achète pas des choses inutiles. Et souvent, c'est lié à des opportunités. Si on n'a pas prévu les lignes, on ne pourra pas le faire et on le laissera passer. Quand on a eu l'opportunité, et en plus on l'a fait acheter par le PF PACA, de la vente du contrôle technique pour envisager des logements à venir, voilà, c'était quand même une opportunité en plein centre-ville à ne pas laisser passer. Donc, quoi que l'on puisse en penser, c'est une projection pour l'avenir et 6 logements à venir plus tard. Oui, mais, et voilà. la diminution de nos amendes sur le nombre oui, de logements. aussi. Je comprends très bien. D'ailleurs, je me pose la question, en fait, je change de sujet, mais la maison frontière, la maison de cadeaux, on ne voit pas dans les budgets d'investissement de projets de rénovation Ben, en fait, vous l'avez dans le plan pluriannuel. C'est vrai que là, le plan pluriannuel 2024, 2025, 26 et 27, on aurait bien aimé le faire tout de suite, mais il y a d'autres urgences et c'est plutôt prévu pour les années à venir. Après. Dans la section du personnel, on a remarqué d'ailleurs que le département, c'était le seul pourvoyeur, d'ailleurs, c'est pas le pourvoyeur, c'est le seul pourvoyeur de subventions. Et je me posais la question, puisqu'on a un manager de centre-ville qui s'arrête aujourd'hui, pourquoi on n'investirait pas un chef de projet chargé de subventions? Parce qu'il y a des communes qui sollicitent des fonds européens, notamment pour la transition écologique, et ça, on y accède pas. Ben, vous avez peut-être fait la formation de ces dossiers-là, oui. Et c'est vrai que que c'est très complexe. Et puis après, peut-être que si j'augmente la masse salariale, vous me tomberez dessus en disant que ça ne va pas suffire pour aider le dossier à monter et à déposer mais à ce moment-là. Là aussi, c'est une affaire quand on envoie le commercial, on ne sait pas s'il va vendre, mais s'il commence à vendre, il rapporte plus à l'entreprise que ce qu'il coûte en salaire. Sinon, on n'embauche pas. Mais là c'est à peu près la même chose. On sait qu'on va embaucher un chef de projet, s'il va chercher une subvention qu'on n'aurait pas obtenu si on n'avait pas embauché, eh c'est tout net pour. Le tout, c'est qu'il fasse rentrer plus de subventions que ce qu'il coûte en salaire. C'est tout, ouais. Mais